Les plantes vivaces sont censées revenir chaque année, mais la plupart ne fleurissent que pendant 3 semaines et passent les 5 mois suivants à occuper inutilement de l'espace dans votre jardin. 3 semaines de couleur, et puis plus rien. Ce n'est pas un jardin, c'est une déception coûteuse. Et au moins 10 d'entre elles, vos voisins ne les ont jamais plantées. Le huitième élément de cette liste génère plus d'activité de colibris par pied carré que presque tout autre produit que vous pouvez planter dans le sol. Et la plupart des jardiniers américains n'en ont même jamais entendu parler. Abonnez-vous dès maintenant à Garden Roots. Chaque semaine, cette chaîne vous fournit les informations précises qui vous permettront d'économiser de l'argent à la pépinière, du temps dans le jardin et de trouver les solutions qui vous correspondent. Vous n'aurez pas besoin de les chercher. La prochaine vidéo de cette chaîne est quelque chose que tous les jardiniers de ce pays devraient voir avant d'acheter une seule plante cette saison. Abonnez-vous pour que la vidéo apparaisse dans votre flux dès sa publication. Le numéro 1, c'est l'herbe à chat. La plupart des jardiniers américains sous-estiment cette plante, et c'est vraiment dommage car rien n'offre plus de couleurs pour moins d'efforts et pendant plus de mois qu'une bordure de catère bien placée. Les fleurs sont d'un bleu lavande doux et, lorsque la plantation atteint sa pleine maturité fin mai, elle ressemble à un nuage violet posé au ras du sol. Cette floraison ne s'arrête jamais. La catère pousse de fin mai à octobre dans la plupart des jardins américains, et le secret pour la faire durer aussi longtemps est une taille nette d'un tiers juste après la première grosse poussée de juin. Prenez vos ciseaux, taillez court, et en 3 à 4 semaines, les cheveux repousseront plus fournis et plus colorés qu'au premier jour. Rustique dans les zones 3 à 8, ce qui signifie que vous jardiniez dans le nord du Minnesota ou dans les États du Mid-Atlantique, cette plante est faite pour votre climat. Disposez-le le long des allées, drapez-le sur le bord avant d'une bordure, laissez-le retomber en cascade sur une pente. Elle s'étend magnifiquement, sans jamais devenir une plante envahissante. Toutes les abeilles de votre code postal le trouveront. De mai jusqu'aux premières gelées, il y a presque toujours quelque chose qui s'occupe de ces fleurs, et le jardin semble vivant grâce à cela. Le deuxième élément est l'échinacée, et avant de penser tout savoir à son sujet, arrêtez-vous et écoutez, car l'échinacée que votre grand-mère cultivait, ce cône violet solitaire dressé raide au fond du jardin, n'est pas celle que les jardiniers américains ont accès aujourd'hui. Les horticulteurs ont complètement transformé cette plante au cours de la dernière décennie et la plupart des gens achètent encore l'ancienne version. L'échinacée d'aujourd'hui se décline en saumon, rouge foncé, jaune doré, blanc crème et en bicolore, qui semblent tout droit sortis d'une toile de peintre. Des variétés comme Salmon de Sunseeker et Cheyenne Spirit font leur apparition dans les pépinières de tout le pays en ce moment, et elles donnent des résultats fiables dans les zones 3 à 9. Une adaptabilité d'un océan à l'autre que presque aucune autre plante vivace ne peut égaler. La floraison a lieu du début de l'été jusqu'à la fin de l'automne et, lorsque les fleurs finissent par faner, ne coupez pas les têtes de graines. Laissez-les en place tout l'hiver, car les chardonnerets et les mésanges en dépendent lorsque le sol est gelé et que toutes les autres sources de nourriture ont disparu. Aucune plante vivace indigène de ce pays n'attire plus d'espèces de pollinisateurs par pied carré que l'échinacée en pleine floraison. Les jardiniers du Sud, dans les zones 7 à 9, choisissent des variétés tolérantes à la chaleur et offrent à leurs plantes un peu d'ombre l'après-midi, pendant les mois les plus chauds. Ce simple ajustement fait toute la différence entre une plante qui prospère et une autre qui dépérit avant la fin de l'année. La troisième plante est la rudbeckie hérissée, et si elle figure sur cette liste, ce n'est pas seulement pour sa beauté, mais aussi parce que les nouvelles variétés ont enfin résolu le problème qui a frustré les jardiniers américains avec cette plante pendant des années. Les anciennes variétés développaient des taches foliaires dès le milieu de l'été et paraissaient délabrées et usées au moment même où l'on avait besoin qu'elles fonctionnent au mieux.
Des variétés comme American Gold Rush et Little Gold Star sont résistantes aux maladies, restent saines toute la saison et produisent de riches fleurs jaunes dorées avec des cœurs bruns chocolat foncé, de fin juin jusqu'aux premières gelées. C'est l'une des périodes de floraison naturelle les plus longues de toutes les plantes vivaces, accessibles aux jardiniers américains. Point final. Plantez-la au milieu d'une bordure, plantez-la en masse le long d'une clôture, laissez-la se naturaliser dans une prairie. La rudbeckie à œil noir gère chacune de ces situations sans se plaindre dans les zones 3 à 9. Et, lorsque septembre arrive et que les papillons monarques commencent à migrer vers le sud, en direction du Mexique, ils s'arrêtent spécifiquement sur la rudbeckie. Un jardin rempli de ces plantes, à la fin de l'été, constitue une véritable étape sur l'une des migrations les plus extraordinaires de cette planète. Si cette liste vous est vraiment utile, partagez cette vidéo dès maintenant avec un ami jardinier. Ils ont autant besoin de ces informations que vous, et les trouver par eux-mêmes pourrait leur prendre des années. Le numéro 4 est le géranium vivace, et c'est la plante qui déroute le plus les jardiniers américains parmi les plantes vivaces. Quand la plupart des gens entendent le mot géranium, ils imaginent cette plante annuelle rouge qui pousse dans une jardinière et qu'on jette chaque année en octobre. Cette plante et celle-ci partagent le même nom et presque rien d'autre. Le géranium vivace, aussi appelé géranium rustique, est une plante vivace robuste, rampante et à longue floraison qui revient fidèlement année après année dans les zones 4 à 8. La variété appelée Rosanne est celle qu'il vous faut trouver dans votre pépinière. Rosanne produit des fleurs d'un bleu-violet éclatant qui fleurissent plus longtemps que toute autre variété de géranium rustique sur le marché américain, d'avril à septembre, avec une légère taille, après la première grande floraison au début de l'été. Plein soleil, mi-ombre, elle supporte les deux, sans broncher. Elle s'étend en un monticule doux et couvre-sol sous les rosiers, le long des bordures ombragées, et comble les vides d'un agencement de plantation qu'aucune autre plante ne comble avec autant d'élégance. Les petites abeilles indigènes et les cirphes, qui ne peuvent pas accéder aux fleurs plus grandes et plus profondes, trouvent le géranium rustique grand ouvert et facile à travailler, et elles y reviennent tout au long de la saison. Pour les jardiniers du nord-ouest du Pacifique et de la Nouvelle-Angleterre en particulier, cette plante donnera les meilleurs résultats dans des conditions de culture plus fraîches et plus humides. Le 5e numéro est le panstemon, une plante que les colibris connaissent depuis des siècles. Les jardiniers américains commencent seulement à comprendre ce que ces oiseaux avaient compris depuis longtemps. Le panstemon est originaire d'Amérique du Nord. C'est ici que ça a évolué. Cette plante est originaire de toutes les régions des États-Unis, avec des espèces et des variétés adaptées à presque toutes les régions, des pentes montagneuses sèches et rocheuses, aux jardins humides du sud-est, en passant par les frontières froides du nord des zones 3 et 4. Ces fleurs tubulaires se déclinent en écarlate vif, en violet riche, en rose foncé et en lavande douce selon la variété choisie, certaines variétés continuant même jusqu'en automne. Plantez-en 3 ou plus ensemble dans un endroit ensoleillé et bien drainé. Et à partir du Memorial Day, les colibris à gorge rubis à l'est et les colibris à queue large à l'ouest les trouveront avant même que vous ayez fini de les arroser. Voici l'élément le plus important à savoir sur le panstemon, et la raison précise pour laquelle la plupart des jardiniers le perdent dès le premier hiver. Ces vieilles tiges protègent le collet des dégâts du gel pendant les mois froids, et les taillères à l'automne est la principale raison pour laquelle cette plante ne repousse pas dans les zones 4, 5 et 6. Laissez-les sur pied. La plante sait ce qu'elle fait. La 6e plante est la sauge vivace, celle qui a résolu le problème des jardins morts en plein été. Un problème qui rend les jardiniers américains complètement fous chaque année en juillet. Tout semble épuisé. Les plantes à floraison printanière ont depuis longtemps fini, et celles d'automne n'ont pas encore commencé. La sauge vivace comble cet espace,
avec la couleur la plus spectaculaire que votre jardin ait probablement jamais vue. Violette foncé, bleu cobalt, rouge bordeaux intense. Ce sont des couleurs qui conservent leur intensité même en pleine chaleur estivale, alors que toutes les teintes pastel de votre bordure ont déjà pâli et se sont estompées. Rustique dans les zones 4 à 9, et le secret pour qu'elles continuent à fleurir toute la saison est d'éliminer régulièrement les fleurs fanées. Coupez les hampes florales fanées jusqu'à la prochaine paire de feuilles. De nouvelles tiges apparaîtront en 2 semaines. Négligez cette seule tâche, et la plante concentrera son énergie sur la production de graines, ce qui ralentira considérablement sa croissance. Pour les jardiniers du sud, des zones 7 à 9, les variétés Amistad et Black and Blue supportent mieux la chaleur et l'humidité que toutes les autres variétés actuellement disponibles sur le marché. Plantez de la sauge devant des graminées ornementales ou à côté de rudbeckies dorés, et le contraste de couleurs ne manquera pas d'attirer l'attention. Le numéro 7 est le cher, aussi appelé clochette de corail, et c'est la seule plante de toute cette liste qui mérite sa place dans votre jardin, même les jours où elle n'est pas en fleurs. Les fleurs sont de délicates tiges corail, roses ou blanches, et que les colibris visitent régulièrement. Mais le véritable spectacle, c'est le feuillage. Bordeaux profond, caramel brûlé, vert citron, argent. Des couleurs qui se maintiennent de mars à décembre dans la plupart des climats américains, zones 4 à 9. Elles prospèrent véritablement à l'ombre, ce qui en fait l'une des vivaces les plus précieuses que vous puissiez planter sous les arbres ou le long du côté nord d'une structure, où presque rien d'autre ne poussera avec une quelconque couleur ou un intérêt visuel. Jardiniers des zones 4 à 6, soyez attentifs à ce point précis. Le heuchère sort de terre pendant l'hiver au gré des cycles de gel et de dégel. Enfoncez fermement les couronnes dans le sol et ajoutez une légère couche de paillis autour de la base. Cette simple habitude permettra à votre heuchère de prospérer pendant des années. Cette chaîne s'est engagée à fournir aux jardiniers américains les véritables informations dont ils ont besoin pour cesser de gaspiller de l'argent et commencer à cultiver des jardins réellement performants. Si vous n'êtes pas encore abonné à Garden Roots, faites-le dès maintenant. Vous avez déjà pu constater ce que cette chaîne offre rien que dans les 7 premières usines. Et la plante la plus rare et la plus surprenante de cette liste reste à venir. Parmi ces 7 premières plantes, lesquelles avez-vous déjà dans votre jardin? Et lequel découvrez-vous pour la toute première fois? N'hésitez pas à laisser un commentaire, car les réponses des jardiniers de différentes zones climatiques des États-Unis aident vraiment tous ceux qui regardent cette vidéo à savoir ce qui fonctionne dans un climat comme le leur. Le numéro 8 est l'agastache, et c'est la plante que les colibris repèrent avant même que vous ayez fini de la planter. Plantez quelques agastaches en terre un samedi matin et dès le dimanche après-midi, quelque chose qui a des ailes les aura déjà repérés. Ce n'est pas une exagération. Voilà ce qui se produit chaque été dans les jardins de tout le pays lorsque cette plante atteint son apogée de floraison. L'agastache, communément appelée hysope, fleurit du milieu de l'été jusqu'aux premières gelées, ce qui en fait l'une des plantes les plus performantes en fin de saison de toute cette liste. Alors que toutes les autres cultures dans votre région commencent à ralentir en août et septembre, l'agastache atteint son apogée. La nouvelle série Summer Long apporte à cette plante des couleurs qui n'existaient pas il y a 5 ans. Corail vif, magenta profond, pêche douce, lilas délicat. Et chacune de ces couleurs attire les pollinisateurs comme rien d'autre dans un jardin en fin de saison. Rustique dans les zones 5 à 10, selon la variété choisie, et dans les zones 5 et 6 où les hivers mettent à l'épreuve sa rusticité, de nombreux jardiniers la cultivent simplement comme une annuelle en conteneur et obtiennent une saison complète de couleurs extraordinaires sans aucun souci hivernal. Ce que l'agastache exige avant tout, c'est un drainage impeccable. Plantez-la dans un sol sableux amandé, bien drainé, et elle prospérera.
Plantée dans une terre argileuse lourde qui retient l'humidité tout au long de l'hiver, elle pourrit au niveau du collet même à l'intérieur de sa zone de rusticité. Avec un drainage adéquat, cette plante vous récompensera par des mois de floraison et une activité pollinisatrice par mètre carré supérieure à celle de presque toutes les autres plantes de cette liste. Pour les jardiniers du sud-ouest et du sud, dans les zones 7 à 10, l'agastache a été pratiquement conçue pour votre chaleur et vos conditions sèches. Non seulement elle survit à vos étés, mais elle s'y épanouit. Le numéro 9 est la scabieuse, la fleur en coussin d'épingle, et celle-ci paraît si délicate et raffinée dans la bordure que la plupart des gens supposent qu'elle doit être difficile et capricieuse. Ce n'est ni l'un ni l'autre. La scabieuse est plus résistante qu'il n'y paraît et fleurit de juin à fin août, la suppression régulière des fleurs fanées permettant à certaines variétés de fleurir jusqu'en octobre. Les fleurs sont d'un bleu lavande doux, d'un blanc pur et d'un rouge bordeaux profond, des couleurs qui évoquent une prairie de fleurs sauvages, même dans les bordures les plus structurées. Rustique en zone 3 à 7, sa résistance au froid surprend la plupart des jardiniers, compte tenu de l'apparence raffinée et délicate de la plante. Placez-la à l'avant ou au milieu d'une bordure, où ses longues tiges fines pourront bouger naturellement au gré du vent, et coupez-les régulièrement pour la maison, car la scabieuse est l'une des fleurs coupées les plus belles et les plus durables de toutes les plantes vivaces de cette liste. Une seule plante mature et bien établie peut produire plus de 2000 graines en une seule saison. Supprimez régulièrement les fleurs fanées si vous souhaitez contrôler leur propagation, ou laissez-les pousser et se naturaliser sur une zone, créant ainsi un effet de fleurs sauvages tout à fait intentionnel. La belle dame et le macaon sont particulièrement attirés par la scabieuse en pleine floraison estivale. Dans des conditions optimales, il sert de lieu d'atterrissage pour les papillons de juin jusqu'à la fin de l'été. Le numéro 10 est l'Amsonia, aussi appelée étoile bleue. Cette plante vivace indigène d'Amérique offre deux spectacles complètement distincts et absolument spectaculaires au cours d'une même saison de croissance, et la grande majorité des jardiniers américains ne l'ont jamais vue pousser dans leur jardin. La première floraison a lieu fin avril et en mai, lorsque les fleurs bleues poudrées en forme d'étoile s'épanouissent au-dessus d'un feuillage fin et souple. Ce bleu doux est une couleur que l'on ne retrouve presque nulle part ailleurs dans le jardin printanier. Ni pourpre, ni mauve, mais un vrai bleu poudré, limpide et éclatant, qui se distingue magnifiquement de l'autre côté du jardin. Puis les fleurs se fanent. Le feuillage reste attrayant et fourni tout l'été. Et en octobre, un événement remarquable se produit. La plante entière se pare d'un jaune doré éclatant qui rivalise avec les couleurs automnales d'arbres ornementaux, deux floraisons pour le prix d'une plante dans les zones 3 à 9. Taillez l'Amsonia d'un tiers à la fin juin pour la garder compacte et favoriser une coloration automnale plus dense et spectaculaire. Si on ne la taille pas, elle a tendance à s'affaisser en milieu de saison et le spectacle automnal perd de son impact. Pour les jardiniers du sud-est et du centre atlantique en particulier, l'Amsonia tabernae montana est une plante indigène de votre région qui s'implantera plus rapidement et s'enracinera plus profondément que n'importe quelle variété importée. Les abeilles indigènes qui hivernent dans les tiges creuses utilisent les tiges séchées d'Amsonia comme habitat de nidification pendant les mois froids, ce qui est une raison de plus d'en laisser quelques-unes sur pied après la fin de la saison. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à Garden Roots, réfléchissez-y un instant. Vous venez d'apprendre l'existence de l'agastache, de la scabieuse et de l'Amsonie au cours des dernières minutes. Trois plantes que la plupart des jardiniers passent des années sans jamais découvrir. Cette chaîne publie ce genre de contenu chaque semaine. Abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo avec quelqu'un dont le jardin a besoin exactement de ce que cette liste propose. Le numéro 11 est le Baptisia, aussi appelé faux indigo. C'est une plante vivace
qui semblent tout droit sortis d'un jardin botanique et dont l'entretien est quasiment gratuit une fois bien installés dans votre jardin. Les épis floraux sont d'un bleu-violet foncé. Certaines variétés produisent un jaune tendre ou un blanc crème, et l'impact visuel, lorsqu'une touffe mature est en pleine floraison, est à couper le souffle. Une fois la floraison terminée, des gousses décoratives se développent, qui s'entrechoquent au vent et structurent la bordure jusqu'à la fin du mois d'octobre. Rustique dans les zones 3 à 9 et tolérante à la sécheresse une fois établie, c'est franchement extraordinaire. Le Bâtisia développe une racine pivotante profonde et exploratrice, qui l'ancre contre les conditions de sécheresse qui tuent tout ce qui est planté autour de lui. C'est cette même racine pivotante qui explique pourquoi vous devez la planter exactement à l'endroit où vous souhaitez qu'elle reste définitivement. Transplanter un Bâtisia après sa deuxième année en pleine terre est quasiment impossible sans perdre la plante entière. Choisissez l'endroit, plantez-le là et laissez-le tranquille. Elle récompensera cette patience en se développant chaque année, pendant des décennies, en un amas plus grand, plus beau et à la structure plus impressionnante. Le bruant indigo sauvage et plusieurs espèces d'abeilles indigènes dépendent de la Bâtisia, notamment dans les écosystèmes américains. C'est une plante clé de voûte à bien des égards, au-delà de sa beauté considérable. Le numéro 12 est la clématite, la reine des plantes grimpantes, et la plupart des jardiniers américains n'utilisent qu'une infime partie de ce que cette plante est réellement capable d'offrir. L'image classique est celle d'une clématite violette sur un poteau de boîte aux lettres, et bien qu'il n'y ait rien de mal à cela, elle représente une utilisation restreinte d'une plante qui possède l'une des gammes de conception les plus larges de toutes les plantes vivaces du pays. Violet foncé, bordeaux riche, rose tendre, blanc pur, bicolore à centre contrasté. La gamme de couleurs des clématites est plus étendue que presque toutes les autres variétés de cette liste. Selon la variété, la véritable stratégie pour prolonger la couleur des clématites tout au long de la saison consiste à choisir 3 variétés différentes avec des périodes de floraison échelonnées. Plantées ensemble sur la même structure, une variété à floraison précoce, une variété à floraison de mi-été et une variété à floraison tardive vous offrent une floraison continue de mai à septembre sur un seul treillis. Faites-la grimper sur une tonnelle, une clôture, un arbuste bien établi, une vieille souche d'arbre. Partout où il existe une structure verticale, la clématite la transforme. La règle qui compte le plus, et celle qui sauve la plante dans les jardins du Nord, est la suivante. Plantez-la de façon à ce que sa tête soit en plein soleil et ses racines à l'ombre et au frais. Recouvrez abondamment le sol de paillis. Plantez un couvre-sol bas autour du collet. Protégez les racines de vos clématites de la chaleur estivale, et elles vous offriront une floraison abondante et fiable, année après année. Les abeilles indigènes, à la recherche de pollen en début d'été, trouvent les fleurs de clématite au moment précis où elles en ont besoin, avant même que la plupart des autres plantes grimpantes ne se soient ouvertes. Le numéro 13 est le Crocosmia, et c'est la vivace de fin d'été la plus spectaculaire visuellement de toute cette liste. Le fait que la plupart des jardiniers américains ne l'aient jamais plantée est l'une des grandes occasions manquées du jardinage domestique aux États-Unis. Lorsque les crocosmias atteignent leur pleine floraison en juillet et août, leurs tiges arquées, chargées de fleurs rouges orangées flamboyants, ressemblent à des flammes vivantes qui se déplacent dans la bordure. Il n'y a vraiment rien d'autre dans le jardin d'été qui produise cette chaleur et cette intensité si particulières. Certaines variétés sont jaunes dorées et écarlates foncées, mais c'est ce rouge orangé vif qui fait que les gens s'arrêtent en voiture lorsqu'ils le voient pousser dans un jardin. Hardy, dans les zones 5 à 9, et la clé pour obtenir des performances de retour fiables dans les zones 5 et 6 est simple. En novembre, recouvrez abondamment les cormes d'une couche de 10 cm de feuilles déchiquetées sur toute la zone de plantation.
Cette couche isolante leur apporte exactement ce dont ils ont besoin pour survivre au cycle de gel-dégel des hivers nordiques. Plantez les crocosmias devant des graminées ornementales, où l'on pourra pleinement apprécier leurs tiges arquées, ou bien plantez-les en masse dans un jardin de fleurs à couper, où leurs tiges permettent de réaliser des compositions d'une durée de vie extraordinaire. Les colibris sont irrésistiblement attirés par les fleurs tubulaires oranges à partir de juillet. Plantez-la près d'une fenêtre, par laquelle vous regardez régulièrement, et vous serez aux premières loges pour observer les visites quotidiennes des colibris pendant tout l'été. Le numéro 14 est la chelonne, la tête de tortue, une plante vivace indigène d'Amérique, dont la fleur est si véritablement inhabituelle que les gens s'arrêtent au milieu d'une visite de jardin et demandent systématiquement de quoi il s'agit, sans exception. Les fleurs roses, en forme de capuchon, ressemblent véritablement à la gueule ouverte d'une tortue. Non pas d'une manière vague, où il faut plisser les yeux, mais d'une manière qui est immédiatement évidente dès qu'on voit la plante en fleurs. Avec sa floraison allant d'un rose riche à un rose foncé, d'août à octobre, la chelonne est l'une des vivaces indigènes à floraison la plus tardive, disponible pour les jardiniers américains partout dans le pays. Hardie dans les zones 3 à 8. La place de la chelonne est partout où l'humidité est constante. Les jardins de pluie, les zones basses le long d'une clôture, le bord d'un ruisseau ou d'un étang, les bordures partiellement ombragées où le sol reste humide et où les couleurs de fin de saison sont les plus difficiles à trouver. Si votre jardin comporte une zone humide et basse où les autres plantes se noient et où rien ne semble prospérer, la chelonne transformera cet endroit problématique en un véritable paradis. Les bourdons sont les principaux pollinisateurs de cette plante. La fleur est spécifiquement conçue pour s'adapter à leur taille et à leur poids, et à la fin de l'été, lorsque les colonies de bourdons atteignent leur population maximale, un massif de chelonnes en pleine floraison est l'un des endroits les plus vivants sur le plan écologique et les plus attrayants visuellement dans n'importe quel jardin américain. Parmi toutes les plantes de cette liste jusqu'à présent, agastache, amsonia, bathisia, crocosmia, chelonne, laquelle vous a le plus surpris? N'hésitez pas à laisser un commentaire dès maintenant, car les jardiniers de votre région lisent ces réponses et prennent leurs décisions de plantation en fonction de ce que vous partagez. Le numéro 15 est le Veronicastrum, connu sous le nom de racine de culver, et le fait que la plupart des jardiniers américains ne connaissent pas le nom de cette plante représente l'une des plus importantes occasions manquées dans le jardinage des plantes vivaces aux États-Unis aujourd'hui. Parcourez n'importe quel jardin botanique digne de ce nom, du Midwest au Mid-Atlantique, en juillet, et vous le trouverez. Haute, architecturale, elle domine absolument le fond d'une frontière. Des épis floraux blancs ou lavande claire, en forme de candélabre, s'élevant de 1,20 à 1,80 à la verticale, avec une présence structurale qu'aucune autre plante du jardin d'été ne peut égaler. Ce n'est pas une plante fragile. Ce n'est pas une plante de remplissage. La Véronique est une plante qui affirme sa présence, et une fois bien placée dans un jardin, elle devient immanquablement celle sur laquelle tous les visiteurs s'interrogent. Rustique dans les zones 3 à 8, elle fleurit de juillet à septembre et est répertoriée comme source de nectar pour plus de 100 espèces d'abeilles et de papillons indigènes dans les écosystèmes américains. Dans le monde des plantes indigènes, les écologistes la classent comme une espèce clé de voûte pour les paysages du Mid-Atlantique et du Midwest, ce qui signifie que des communautés entières d'insectes et d'oiseaux organisent une partie de leur activité saisonnière autour de sa présence. Plantez-la au fond d'une bordure ou au centre d'un massif insulaire, où sa hauteur pourra être pleinement appréciée. Associez-la à des échinacées au premier plan et à des graminées ornementales sur les côtés, et l'ensemble donnera l'impression d'avoir été conçu par un designer professionnel pour des milliers de dollars. Les touffes établies s'étendent lentement et régulièrement sur une période de 3 à 4 ans,
pour former d'impressionnantes colonnes autoportantes qui n'ont besoin d'aucun tutorage, malgré leur hauteur considérable. Les tiges sont naturellement robustes et se maintiennent droites malgré les orages d'été qui aplatissent les plantes plus fragiles qui les entourent. Donnez-lui de l'espace dès le départ. Laissez-la tranquille. Et la Véronique deviendra la plante la plus en vogue de votre jardin, en l'espace de 2 saisons de croissance complète. Voilà, c'est tout pour les 15. De l'acatère aux Véroniques, 15 plantes vivaces qui ne vous laisseront pas tomber en juillet, qui ne laisseront pas votre jardin dénudé et fané en août et septembre, juste pour conserver un peu de couleur. Ces plantes repoussent. Elles fleurissent longtemps. Elles nourrissent les abeilles, les papillons et les colibris qui donnent au jardin une impression de vie véritable plutôt que de simples décorations. Et chacun d'eux est disponible dès maintenant pour les jardiniers américains, via les pépinières locales ou des fournisseurs de vente par correspondance réputés qui livrent directement dans votre zone géographique. La différence entre un jardin spectaculaire du Memorial Day jusqu'aux premières gelées et un autre qui atteint son apogée en juin, puis disparaît, n'est pas due au hasard. Ce n'est pas un budget plus important. Cela vous permet de savoir quelles plantes sont performantes tout au long de la saison et de savoir précisément lesquelles choisir parmi les 15 premières. Si cette liste vous a apporté des informations réellement utiles et vous en êtes convaincu, abonnez-vous dès maintenant à Garden Roots. Non pas parce que cette chaîne vous l'a demandé, mais parce que ce qui vient de se passer dans cette vidéo se produit ici chaque semaine. Des informations spécifiques à chaque zone, basées sur l'expérience et sans superflu, qui vous permettent d'économiser de l'argent, du temps et des frustrations au jardin. Les jardiniers qui découvrent cette chaîne et s'y abonnent sont ceux dont les jardins se transforment véritablement saison après saison. Ceux qui ne s'abonnent pas retournent acheter les mêmes plantes à floraison de 3 semaines dans la même pépinière en mai prochain et se demandent pourquoi rien ne change jamais. Abonnez-vous dès maintenant et assurez-vous de ne pas manquer la prochaine vidéo. La semaine prochaine, dans Garden Roots, nous aborderons les 10 erreurs les plus courantes commises par les jardiniers américains lors de la plantation de plantes vivaces, et la 3e erreur de cette liste est une pratique que presque chaque personne regardant cette vidéo commet, sans se rendre compte qu'elle tue lentement ses plantes. Cette vidéo sera mise en ligne cette semaine, et si vous n'êtes pas abonné, vous ne la verrez pas. Cliquez sur ce bouton dès maintenant pour que le contenu apparaisse directement dans votre flux dès sa publication. Avant de partir, et c'est une véritable question qui mérite réflexion, la plupart des jardiniers américains ont passé des années à planter inlassablement les mêmes quelques plantes vivaces fiables. Des échinacées, des rudbeckies, peut-être quelques hémérocalles le long de la clôture. Des choix sûrs, des choix familiers. Mais cette liste ne vous a montré que Veronica strum, Chelone, Amsonia et Crocosmia. Des plantes qui fleurissent aussi longtemps, qui sont tout aussi performantes et qui produisent un impact visuel qui rend un jardin véritablement inoubliable. Voici donc ce que cette chaîne souhaite savoir de tous les jardiniers qui nous regardent en ce moment. Et répondez honnêtement à cette question dans les commentaires, car les réponses de tout le pays sont vraiment fascinantes à lire. Parmi les 15 plantes de cette liste, laquelle êtes-vous absolument certain de vouloir planter dans votre jardin cette saison? Et lequel vous laisse encore perplexe et pourquoi? N'hésitez pas à laisser vos 2 réponses dans les commentaires ci-dessous, car quelque part dans cette section, un jardinier de votre zone géographique, confronté aux mêmes conditions de sol et à votre climat, est en train de lire ce que vous écrivez. Et votre expérience concrète a bien plus de valeur à leurs yeux que n'importe quelle étiquette de pépinière ou description de catalogue de jardinage.